Mais si riche que fut la guerre pour les besoins de la science chirurgicale, conclut Hawtrey, en ouvrant, par la mutilation et la torture, des régions inexplorées où le génie de l'homme eût tôt fait de se précipiter, y pénétrant de découvrir les moyens de mettre en échec les souffrances et la mort. Car toujours, mes amis, l'essence que distille le sang du sacrifice et le progrès, si grandiose que fût tout cela, la tragédie mondiale a ouvert une autre région encore, où un bien plus grand savoir peut être découvert. C'était une clinique insurpassable pour le psychologue, plus encore que pour le chirurgien. La tour, le célèbre petit médecin français, s'extirpa des profondeurs de son fauteuil. La lueur du feu rougeoya sur sa figure intéressée. C'est vrai, dit-il. Oui, c'est vrai. Là, dans la fournaise, l'esprit de l'homme s'est épanoui comme une fleur sous un soleil trop éclatant. Battu au vent de cette colossale tempête de force primitive, pris dans le chaos d'énergie tant physique que psychique, qui bien que l'homme lui-même en fût le créateur, faisait de lui un simple moustique dans un tourbillon. Tous ces facteurs obscurs et mystérieux de l'esprit que les hommes, faute d'en savoir davantage, appellent l'âme, ont été dépouillés de leur inhibition et ont reçu le pouvoir d'apparaître. Comment aurait-il pu en être autrement, alors que les hommes et les femmes en proie à un même deuil ou une même joie fracassant manifeste des profondeurs insoupçonnées de l'esprit? Comment aurait-il pu en être autrement dans ce crescendo maintenu d'émotions? MacAndrews prit la parole. De quelle région psychologique parlez-vous au juste, Hawtrey? Nous étions quatre, réunis devant la cheminée du Science Club. Hawtrey, qui tient la chaire de psychologie dans une de nos plus grandes universités et dont le nom est vénéré dans le monde entier. La Tour, un immortel français. MacAndrews, le célèbre chirurgien américain dont les travaux pendant la guerre ont écrit une nouvelle page dans le livre étincelant de la science, et moi-même. Ce ne sont pas leurs noms, mais ils sont tels que je les ai décrits, et je suis tenu par serment de ne pas les identifier outre mesure. Je veux parler du domaine de la suggestion, répondit le psychologue. Les réactions mentales qui se révèlent sous forme de vision. Une formation accidentelle dans les nuages qui devient pour l'imagination surmenée des observateurs les armées tant espérées de Jeanne d'Arc surgissant des cieux. Le clair de lune dans une déchirure de nuages qui apparaît l'assiégé comme une croix flamboyante brandie par des archanges, le désespoir et l'espoir qui transforment en une légende comme celle des archers de Mons, ces archers spectraux qui, avec leurs traits fantômes, sèment la déroute chez l'ennemi conquérant, les lambeaux de nuages au-dessus du no man's land que les yeux lasses de ceux qui les regardent transmutent en fils de l'homme lui-même, marchant tristement parmi les morts. Des signes, des oracles, des miracles, l'armée des prémonitions, des apparitions d'êtres chers, tous habitants de ce pays de la suggestion, tous nés de la déchirure des voiles du subconscient. Là, quand un millième seulement des phénomènes aura été recueilli, il y aura du travail pour 20 ans, pour l'analyste psychologique. Et les frontières de cette région demanda MacAndrews. Les frontières dit Hawtrey, visiblement perplexe. MacAndrews garda un moment le silence, puis il tira de sa poche une petite feuille de papier jaune, un cablogramme. Le jeune Peter Lavler est mort aujourd'hui, annonça-t-il, sans raison apparente. Il est mort là où il avait voulu trépasser, dans les vestiges des tranchées creusées en travers de l'ancien domaine des seigneurs de Toclin, près de Béthune. Il est mort là-bas, s'exclama Hawtrey avec stupéfaction. Mais j'ai lu qu'il avait été ramené chez lui, qu'en fait, il était un de vos triomphes, MacAndrews. J'ai dit qu'il était allé là-bas pour y mourir, répéta lentement le chirurgien. Ainsi, cela expliquait la curieuse réticence des Lavler sur ce qu'était devenu leur soldat de fils, un secret qui avait dérouté la presse pendant des semaines, car le jeune Peter Lavler était un des héros de la nation. Fils unique du vieux Peter Lavler, et cela n'est pas non plus le véritable nom de cette famille, car comme pour les autres, je n'ai pas le droit de le révéler. Il était l'héritier des millions du sévère roi du charbon, et les secrets lui conféraient une aura singulière. Au début de la guerre, il s'était engagé dans l'armée française. L'influence de son père
aurait pu sans doute faire abroger pour lui la loi militaire de France, qui veut que tout homme doit commencer en bas de l'échelle. Je ne sais, mais le jeune Peter n'avait voulu en entendre parler. Fort de son propos, brûlant de la flamme blanche des premiers croisés, il prit sa place dans le rang. Bien découplé, 1 m 40 23, sous la toise, les yeux bleus, 25 ans à peine, un peu rêveur peut-être, il avait tout pour frapper l'imagination des poilus, qu'il adorait. 2 fois blessé aux jours les plus périlleux, quand l'Amérique entra en guerre, il fut transféré dans notre corps expéditionnaire. C'était au siège du Mont Kemmel qu'il avait reçu les blessures qu'il avait renvoyées auprès de son père et de sa sœur. MacAndrews l'avait accompagné au-delà de l'Atlantique. Je le savais, et l'avait admirablement recousu, du moins le pensions-nous tous. Que s'était-il donc passé, et pourquoi Lovelock était-il retourné en France, pour y mourir, comme disait MacAndrews? Il remit le cablogramme dans sa poche. Il y a une frontière, John, dit-il à Hawtrey. Lovelock était un cas limite. Je vais vous le raconter. Je ne devrais pas, ajouta-t-il après une hésitation. Et pourtant, j'ai dans l'idée que Peter aimerait que l'on sache. Après tout, il se croyait lui-même un découvreur. Encore une fois, il hésita, puis il parut prendre une décision et se tourna vers moi. Merritt, je vous permets d'utiliser cela si vous jugez que c'est suffisamment intéressant. Mais si vous vous y résolvez, vous devrez changer le nom et prendre soin de ne pas permettre que votre description aille au-delà de l'identification possible. Après tout, c'est ce qui s'est passé qui importe. Si c'est important, et non, ce à qui c'est arrivé. Je promis, et j'ai tenu parole. Je raconte l'histoire ainsi que celui que j'appelle MacAndrews l'a reconstruite pour nous, dans cette pièce pleine d'ombre, où nous l'écoutâmes en silence jusqu'à ce qu'il ait terminé. Lovelock se tenait derrière le parapet d'une tranchée de première ligne. C'était la nuit, une précoce nuit d'avril, dans le nord de la France. Et quand cela a été dit, tout l'a été pour ceux qui se sont trouvés là-bas. Il avait à côté de lui un périscope de tranchée. Son fusil était posé à côté, à le toucher. Le périscope est pratiquement inutilisable de nuit. C'était donc par un interstice entre les sacs de sable qu'il contemplait l'étendue de 100 mètres du No Man's Land. Il savait qu'en face de lui, d'autres yeux étaient collés à de semblables fentes dans le parapet allemand, guettant tout comme lui les moindres mouvements. Il y avait des tas grotesques dispersés dans le No Man's Land, et quand les obus éclataient et l'inondaient de leur lueur aveuglante, ces tas semblaient s'agiter, bouger, certains pour se relever, d'autres pour gesticuler, pour protester. Et c'était particulièrement horrible, car ceux qui remuaient dans la lumière étaient les morts, français et anglais, prussiens et bavarois, la lie d'une vingtaine d'assauts vers le rouge pressoir de guerre de ce secteur. Il y avait 2 Jocks dans cet enchevêtrement, 2 Écossais en kilt, le premier transformé en passoire par une salve de mitrailleuse alors qu'il opérait sa percée. Le choc de cette rapide mort multiple avait projeté son bras gauche autour du cou de son camarade, à côté de lui, et cet homme avait été frappé à la même seconde. Ils gisaient là tous deux, enlacés, et tandis que les fusées éclairantes brillaient et mouraient, ils semblaient se balancer, essayer de s'arracher au barbelé pour bondir, pour revenir. Lovelock était fatigué, épuisé au-delà de tout ce que l'on pouvait concevoir. Le secteur était mauvais, nerveux. Depuis près de 72 heures, il n'avait pas dormi, car les quelques minutes de stupeur morte, troublées par les alertes constantes, étaient pires que le sommeil. La canonnade avait été pratiquement continue, la nourriture rare et périlleuse à rapporter. Il devait faire 5 kilomètres sous le feu pour aller la chercher. Les roulantes n'avaient pu approcher davantage, et constamment les parapets devaient être reconstruits, les barbelés réparés, et quand c'était fait, de nouveaux obus les détruisaient. Une fois de plus, l'atroce routine recommençait, car les ordres étaient de tenir ce secteur coûte que coûte. Tout ce qu'il restait de conscience à Lovelock était concentré dans ses yeux. Seul demeurait son sens de la vue. Et la vue, obéissant à la volonté inexorable, commandant à toutes les réserves de vitalité, de se concentrer sur le devoir immédiat, était aveugle à tout ce qui n'était pas cette bande de terre devant laquelle Lovelock devait veiller jusqu'à ce qu'on le relève. Son corps était engourdi. Il ne
sentait pas la terre sous ses pieds, et parfois il avait l'impression de flotter en l'air, comme ces deux Écossais sur le barbelé. Pourquoi ne pouvait-il rester tranquille? De quel droit des hommes dont le sang s'était écoulé en une sombre mare sous leur corps dansaient-ils au rythme des explosions fulgurantes? Bon Dieu, pourquoi un obus ne pouvait-il leur tomber dessus et les enterrer? Il y avait un château sur la droite, à moins d'1 kilomètre, ou plutôt les vestiges d'un château. Il y avait sous les ruines de profondes caves où l'on pouvait se glisser et dormir. Peter le savait parce qu'une éternité auparavant, lorsqu'il était arrivé dans cette partie du front, il y avait passé une nuit. Ce serait un retour au paradis que de s'insinuer de nouveau dans ces souterrains, à l'abri de la pluie impitoyable, de dormir encore une fois avec un toit au-dessus de la tête. Je dormirai, je dormirai, je dormirai, puis je dormirai et je dormirai encore, se dit-il. Et soudain, il se raidit en sentant la répétition hypnotique du verbe le plonger dans l'inconscience. Les fusées éclataient et brillaient, éclataient et s'éteignaient. Le crépitement d'une mitrailleuse lui parla. Il crut que c'était ses dents qui claquaient, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'un Allemand, à bout de nerfs, criblé de balles, l'interminable mouvement des morts. Il perçut soudain un bruit de pas dans la boue crayeuse. Inutile de se retourner. C'étaient des amis. Sinon, il n'aurait pu passer les sentinelles à l'angle de la traverse. Néanmoins, machinalement, ses yeux se tournèrent vers le sang, enregistrèrent 3 silhouettes engoncées dans de longues capotes, qu'il observait. Une demi-douzaine de fusées éclairantes planaient maintenant au-dessus de lui, et dans leur éclairage blafard, il reconnut le groupe. Un de ces hommes était le célèbre chirurgien venu de l'hôpital de la base de Béthune, pour voir faire les blessures qu'il guérissait. Les deux autres étaient le commandant et le capitaine de Peter. Peter était sûr que tous trois se dirigeaient vers ces caves. Allons, il y en a qui ont toutes les chances. Ses yeux se recollèrent à la mince fente. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda son commandant au chirurgien. Qui ne va pas? Qui ne va pas? Qui ne va pas? Les mots se répétaient rapidement avec insistance dans son esprit, inlassablement, comme pour s'efforcer de le réveiller. Eh bien, qu'est-ce qui n'allait pas? Rien, tout allait bien. N'était-il pas là, à son poste, pour faire le guet? Le cerveau torturé, bouillonné de colère. Tout allait bien. Pourquoi ne s'en allait-il pas pour le laisser guetter en paix? Rien. C'était le chirurgien qui avait répondu, et encore une fois, le mot se répercuta aux oreilles de Loveler. Bref, chuchoté, interminablement répété. Rien, 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 rien. Mais que disait le chirurgien? Par bribes, à peine comprises, les phrases s'enregistrèrent. Un parfait exemple de ce que je vous disais. Ce jeune gars que voici, totalement épuisé, à bout, toute sa conscience centrée sur une seule chose, gaieté, la conscience usée à se rendre, par derrière son subconscient, lutte pour s'échapper, la conscience ne répondra qu'à une seule stimulation, de mouvement extérieur. Mais le subconscient, si près de la surface, si farouchement tenu en laisse, que fera-t-il si ce petit fil se détache? Un parfait exemple. De quoi parlait-il? Et maintenant il chuchotait. Donc, si j'ai votre autorisation. C'était le chirurgien. De nouveau, l'autorisation de quoi? Pourquoi ne s'en allait-il pas? Ne lui fichait-il pas la paix? Est-ce que ce n'était pas assez dur d'observer, sans avoir encore à entendre? Quelque chose passa devant ses yeux. Il regarda sans rien voir, sans rien reconnaître. Sa vue s'était voilée. Il leva une main et frotta ses paupières. Oui, ce devait être sa vue, car la chose avait disparu. Un petit cercle de lumière brilla contre le parapet, près de sa figure. Il était projeté par une mince torche électrique. Que cherchait-il? Une main apparut dans le cercle, qui tenait un morceau de papier sur lequel quelque chose était écrit. Voulait-il qu'il lût aussi? Non seulement guetter et entendre, mais lire. Il fit un effort de volonté pour protester. Avant qu'il puisse forcer ses lèvres raidies à s'entr'ouvrir, il sentit qu'on déboutonnait le bouton supérieur de sa capote. Une main se glissa dans l'ouverture et fourra quelque chose dans la poche de sa tunique, juste au-dessus du cœur. Quelqu'un murmura. Lucie de Toclin. Qu'est-ce que cela signifiait? Ce n'était pas le mot de passe. Il entendait un grand bourdonnement dans sa tête, comme s'il sombrait dans de l'eau. Qu'était cette douloureuse lumière qui l'éblouissait? Malgré ses paupières fermées, douloureusement, il ouvrit les yeux.
Loveler vit en face de lui le disque d'un soleil d'or, plongeant lentement vers une rangée de nobles chênes. Aveuglé, il abaissa son regard. Il était debout, enfonçant jusqu'aux chevilles dans de la belle herbe verte étoilée de petites fleurs bleues. Des abeilles bourdonnaient autour de leur calice. De petits papillons jaunes voletaient au-dessus d'elle. Une brise légère soufflait, tiède et parfumée. Chose curieuse, il n'éprouva alors aucun sentiment d'étrangeté. C'était le monde normal, tel que doivent être les mondes. Mais il se rappelait avoir été jadis dans un autre monde, bien, bien différent de celui-ci, un lieu de mystère et de souffrance, de boue maculée de sang et d'ordures, dont les nuits étaient des enfers torturés, de lumière éblouissante et de sang effroyable, d'hommes glacés et tourmentés qui cherchaient le repos et le sommeil et n'en trouvaient pas, et de morts qui dansaient. Où était-ce? Avait-il réellement connu cet autre monde? Il n'avait pas sommeil à présent. Il leva les mains et les regarda. Elles étaient boueuses, coupées, ensanglantées. Il portait une capote mouillée, éclaboussée de boue dégoûtante, et de hautes bottes incrustées de terre. Près d'un de ses pieds, il y avait une petite touffe de fleurettes bleues, à demi écrasée. Il gémit de pitié et se baissa, pour tenter de relever les tiges brisées. Trop de morts maintenant, trop de morts, murmura-t-il, et puis il eut un léger sursaut. Il venait de ce monde de cauchemar. Sinon, comment cet autre monde, si heureux et si propre, pourrait-il être aussi malpropre? Naturellement, il en venait. Mais où était-ce? Comment avait-il fait son chemin? De là-bas, jusqu'ici. Ah, il y a vu un mot de passe, oui, d'ici de Toclin. Il le cria tout haut, en restant à genoux. Une petite main douce lui effleura le joue. Une voix mélodieuse lui caressa les oreilles. Je suis Lucie de Toclin, disait-elle, et les fleurs repoussent. Mais vous êtes si bon d'avoir pitié d'elles. Il se releva d'un bond. Une jeune fille se tenait près de lui, une svelte fille de 18 ans, dont les cheveux formaient un sombre nuage sur sa petite tête altière, et dont les grands yeux bruns exprimaient la tendresse et une compassion à demi amusée. Peter, le souffle coupé, la contempla, le beau front bas, si pâle, les lèvres rouges bien ourlées, les épaules rondes sous le voile soyeux de son écharpe, le corps souple et menu dans sa curieuse robe d'un autre temps, à taille haute, ceinte d'une cordelière. Elle était belle, mais pour les yeux stupéfaits de Peter, elle était plus encore que cela. Elle était la source jaillissant dans le désert aride, la première brise fraîche du soir sur une île écrasée de chaleur, le premier aperçu du paradis pour une âme à peine surgie de siècles d'enfer. Et sous la brûlante adoration de son regard, elle baissa les yeux. Une rougeur fugace colora son cou, monta jusqu'à son front. Je, je suis la demoiselle de Toclin, messire, souffla-t-elle. Et vous? Brusquement, il retrouva sa courtoisie. Loveler, Peter Loveler. Et maintenant, mademoiselle, bredouilla-t-il, pardonnez ma grossièreté, mais je ne sais comment je suis arrivé ici, ni d'où, sinon que c'était un lieu bien différent de celui-ci, et vous êtes si belle, mademoiselle. Les yeux limpides se relevèrent un instant, leur profondeur recelant une ombre d'impertinence, puis s'abaissèrent de nouveau, pudiquement, et elle rougit de plus belle. Il la contemplait, tout son corps éveillé exprimé par son regard, et puis la perplexité lui vint, et l'impatience. Voulez-vous me dire où je suis, mademoiselle, et comment j'y suis venu, si vous... De très loin, des lieux et des lieux, une immense lassitude accourait pour le submerger, pour l'écraser. Il la sentait venir, plus près, encore plus près. Elle le toucha, elle l'environna. Il se sentit sombrer, se perdre. Il tombait, il tombait. Deux mains douces le saisirent, il y laissa tomber sa tête épuisée. Les petites pommes qui le tenaient si étroitement palpitaient de force et de repos. La lassitude se rassembla, commença à se retirer, lentement, lentement, et se dissipa. Elle fut suivie d'un désir ineffable, incontrôlable, de pleurer de soulagement, parce que la lassitude était partie, que le monde diabolique dans les ombres s'attardait dans son esprit, était loin derrière lui, qu'il était là avec cette jeune fille, et ses larmes coulèrent, baignant les petites mains. Put-il sentir la tête qui se courbait sur lui, les lèvres qui se posaient sur ses cheveux? La paix l'envahit. Il se releva honteux. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré, mademoiselle.
Il s'interrompit, en s'apercevant qu'elle serrait entre ses doigts blancs ses mains noires. Il les dégagea d'un geste brusque. Excusez-moi, bégaya-t-il, je ne devrais pas vous toucher. Vivement, elle lui reprit les mains et les caressa presque sauvagement. Ses yeux fulgurèrent. Je ne les vois pas de la même façon que vous, messire Pierre, et si je les voyais ainsi, leurs salissures ne sont-elles pas semblables à mes yeux, à celles du sang de nos héros souillant les gonfalons de France? Ne pensez plus à cela comme à une tâche, messire, mais comme à des marques d'honneur. La France, mais c'était le nom de ce monde qu'il avait laissé derrière lui, le monde où des hommes cherchaient en vain le sommeil et où les morts dansaient. Les morts dansaient, que signifiait cela? Il tourna vers elle un regard désolé, et avec un petit cri de pitié, il se jeta dans ses bras pour un instant. Vous êtes si fatigué, vous avez si faim, murmura-t-elle avec affliction. Ne pensez plus, n'essayez pas de vous souvenir, messire, tant que vous n'aurez pas mangé et bu avec nous, et ne vous serez reposé un moment. Il s'était retourné. Maintenant, Laveur voyait qu'il était près d'un château fort, aux tours altières, serein, sous sa pierre grise, seigneurial avec ses échauguettes et ses fines tourelles dressées vers le ciel, comme le fier plumé sur le homme d'un prince. La main dans la main, comme des enfants, la demoiselle de Tocqueville et Peter Laveur s'en approchèrent en foulant l'herbe verte. C'est ma demeure, messire, dit-elle, et là, parmi les roses, ma mère nous attend. Mon père est au loin et il sera chagrin de ne pas vous rencontrer. Mais vous le verrez quand vous reviendrez. Il devait donc revenir. Cela voulait dire qu'il n'allait pas rester. Mais où irait-il? Et d'où reviendrait-il? Son esprit tâtonna à la réglette. Ses idées s'éclaircirent bientôt. Il marchait parmi des roses. Il y en avait partout, immenses, parfumées, des fleurs épanouies, d'écarlate et de safran, de rose et de blanc, en touffe et en massif, grimpant jusqu'aux terrasses, faisant de la base du château une marée odorante. Et marchant ainsi la main dans la main, la jeune fille et lui traversèrent le jardin embaumé et se trouvèrent bientôt devant une table dressée, couverte d'un linge immaculé et de vaisselle pâle. Une femme y était assise. Elle avait passé de peu la fleur de la jeunesse, pensa Peter. Ses cheveux étaient poudrés de blanc, ses joues aussi roses que celles d'un enfant, ses yeux pétillants du même brun que ceux de la demoiselle. Elle était gracieuse, pensa-t-il, comme quelques grandes dames de la vieille France. La demoiselle fit une révérence. Ma mère, dit-elle, je vous amène le sire Pierre Lavalière, un très brave et vaillant gentilhomme qui est venu nous rendre visite un moment. Les yeux limpides de la femme aux cheveux blancs l'examinèrent. Puis la belle tête altière s'inclina, et au-dessus de la table, une main délicate se tendit vers lui. Il devait la baiser. Il le savait, mais il hésita gauchement, le cœur navré, en contemplant sa propre main souillée. Le sire Pierre ne se voit pas comme nous le voyons, dit la jeune fille, avec un rire aussi caressant que des clochettes d'or. Ma mère, pourrait-il voir ses mains comme nous les voyons? La femme sourit et acquiesça. Ses yeux empreints de bonté, emplis de la même compassion qu'il avait vue dans ceux de la jeune fille lorsqu'il avait tourné la tête et l'avait contemplée. Elle passa une main légère devant les yeux de Peter, puis lui prit les mains et les leva pour qu'il les regarde. Elles étaient blanches, fines, propres, belles, comme il ne les avait jamais vues. Encore une fois, l'indéfinissable émerveillement s'empara de lui, mais son éducation prit le dessus. Il vainquit cette impression d'étrangeté. Il s'inclina et prit les doigts fuselés de la grande dame pour les porter à ses lèvres. Elle agita une clochette d'argent. Entre les roses apparurent deux grands valets en livrée, qui prirent la capote de Laveur. Ils étaient suivis par quatre petits noirs en tenue écarlate, chamarrés d'or, chargés de plats d'argent, croulant sous les viandes et le pain blanc, les pâtisseries et les fruits, et de vin dans de hauts flacons de cristal. Laveur sentit alors sa faim, mais de ce festin il ne se rappela pas grand-chose, jusqu'à un certain point. Il sait qu'il était assis là, le cœur gonflé d'un bonheur et d'un contentement tel qu'il surpassait tous les bonheurs de ses 25 ans. La mère parlait peu, mais la demoiselle Lucie et Peter Laveur bavardaient et riaient comme des enfants, quand ils ne se taisaient pas pour se dévorer du regard. Et dans le cœur de Peter s'épanouit une adoration pour cette jeune fille, rencontrée de façon aussi surprenante
et grandit, grandit jusqu'à ce qu'il sente que son cœur ne pourrait contenir autant de joie. Et les yeux de la jeune fille devenaient plus doux, plus tendres, pleins de promesses, tandis que le fier visage, couronné de neige, devenait l'essence même de cette douceur infinie qui est l'âme des madones. Enfin, la demoiselle de Toclin, levant les yeux et croisant ce regard, rougit, abaissa ses longs cils et puis se redressa courageusement. Êtes-vous satisfaite, ma mère demanda-t-elle d'une voix grave. Ma fille, oui, je suis satisfaite. Alors rapidement, ce fut l'incroyable, le terrible dans cette scène de beauté et de paix. Ce fut, dit Loveler, comme le mouvement prompt d'une patte de gorille sur le sein d'une pucelle, un gémissement montant de l'enfer le plus profond, couvrant le cœur des anges. Sur sa droite, parmi les roses, une lumière jaillit, une lumière fulgurante et irrégulière. Et dans cette lumière, il y avait deux silhouettes. L'une tenait l'autre par le cou. Enlacée, elle vacillait dans la lumière incertaine et semblait pirouetter, s'enfuir de l'éclat, se précipiter en avant pour revenir et danser. Les morts qui dansaient. Un monde où les hommes cherchaient le repos et le sommeil, et ne les trouvaient point, où les morts eux-mêmes n'avaient pas droit au repos, mais dansaient au rythme des obus. Il gémit, il bondit, il regarda frémissant de tous ses nerfs. La jeune fille et la femme suivirent son regard fixe et se retournèrent vers lui, les yeux emplis de larmes et de pitié. Ce n'est rien, murmura la jeune fille, ce n'est rien, voyez, il n'y a rien là. Une fois encore, elle lui toucha les paupières, et la lumière et les formes dansantes disparurent. Mais maintenant, Loveler savait. Toute la marée du souvenir se ruait dans sa conscience. Le souvenir de l'ordure et de la boue, de la puanteur, des explosions terrifiantes, de la cruauté, de la misère et de la haine. Le souvenir d'hommes déchiquetés et de morts tourmentés. Le souvenir du lieu d'où il était venu. Les tranchées, il s'était endormi et tout ceci n'était qu'un rêve. Il dormait à son poste alors que ses camarades lui faisaient confiance pour veiller sur eux. Et ces deux formes spectrales parmi les roses, c'étaient les deux Écossais sur le barbelé, qui le rappelaient à son devoir, qui lui faisaient signe, qui l'enjoignaient de revenir. Il devait se réveiller, il devait se réveiller. Désespérément, il s'efforça de s'arracher à ce jardin, de l'illusion, de se contraindre à retourner dans ce monde démoniaque qui, durant cette heure enchantée, n'avait été à son esprit qu'un banc de brouillard à l'horizon lointain. Et tandis qu'il se débattait, la jeune fille aux yeux bruns et la femme aux cheveux de neige l'observaient, les larmes aux yeux, avec une infinie compassion. Les tranchées, s'écria Loveler. Mon Dieu, réveillez-moi, il faut que j'y retourne. Mon Dieu, faites que je me réveille. Ne suis-je donc qu'un rêve, mon ami? Il perçut la voix de la demoiselle Lucie, mais piteuse, les accents cristallins brisés. Il faut que je retourne, gémit-il. Et pourtant, à sa question, il avait senti son cœur mourir. Laissez-moi me réveiller. Suis-je un rêve? Répéta la voix devenue rageuse. La demoiselle se pencha vers lui. Ne suis-je pas vrai? Un petit pied frappa furieusement celui de Peter. Une petite main jaillit et le pinça cruellement au-dessus du coude. Il sentit la douleur et se frotta le bras, en la contemplant avec stupeur. Suis-je un rêve, à votre avis? Et levant les deux mains, elle lui prit les tempes, rapprocha sa tête jusqu'à ce qu'il puisse plonger ses yeux dans les siens. Loveler regarda et plongea profondément, se perdit dans ses yeux, sentit son cœur s'épanouir comme un printemps. À ce qu'il voyait là, la chaude haleine parfumée de Lucie lui caressait la joue. Quoi que fût cet instant, où qu'il fût, elle n'était pas un rêve. Mais je dois retourner, regagner ma tranchée. Le soldat qu'il était se cramponnait à cette nécessité. La mère intervint. Mon fils, vous êtes dans votre tranchée. Loveler le regarda ahuri, ses yeux balayèrent le ravissant paysage qui l'entourait. Quand il se retourna vers elle, il avait l'expression d'un enfant tristement perplexe. Elle lui sourit. N'ayez aucune crainte, tout va bien. Vous êtes dans votre tranchée. Mais il y a des siècles, oui, il y a 2 fois 100 ans, en comptant le temps comme vous le faites, comme nous le faisions jadis. Un frisson parcourut Peter. Était-elle folle? Était-il fou? Son bras glissa sur une épaule ronde et satinée. Cela le raffermit, le rassura. Il se força à demander. Et vous? Il surprit un bref regard entre la mère et la fille. Et en réponse à une question muette, la mère inclina la tête.
La demoiselle Lucie pressa ses deux mains contre les joues de Peter, et encore une fois, elle le regarda dans les yeux. Mon ami, murmura-t-elle avec douceur, nous sommes ce que vous appelez mortes pour votre monde depuis 2 siècles. Mais avant même qu'elle prononce ces paroles, je crois que Lovelock avait déjà deviné ce qui allait arriver. Et si pendant un instant fugace, il sentit tout son sang se changer en glace dans ses veines, la sensation fut submergée par l'exaltation qui l'envahissait, disparut comme la gelée au soleil de midi. Car si cela était vrai, alors, mais alors la mort n'existait pas. Et c'était vrai. C'était vrai, il le savait, avec une fulgurante certitude, sur laquelle ne planait pas l'ombre d'une ombre de doute. Mais qui peut dire à quel point son désir de croire participait à cette certitude? Il se tourna vers le château. Bien sûr, c'était celui dont les ruines se dressaient dans les ténèbres, quand les fusées éclairantes trouaient la nuit, où il avait tant souhaité dormir au fond de ses souterrains. La mort. Ah, la folie des cœurs humains craintifs. Cela, la mort. Ce lieu radieux de paix et de beauté. Et cette merveilleuse jeune fille dont les yeux bruns étaient la clé du désir. La mort, il se mit à rire. Il rit longtemps. Une autre pensée lui vint, qui le traversa comme un torrent. Il devait retourner dans les tranchées et annoncer à tous la grande vérité qu'il avait découverte. Il était comme un voyageur d'un monde agonisant qui découvre par hasard un secret capable de transformer ce monde mort en l'espoir d'un ciel vivant. Plus il n'était besoin que les hommes de craindre les shrapnels, le feu qui les brûlait, les balles ou l'acier luisant. Qu'importait-il alors que ceci était la vérité. Il devait y retourner et le leur dire. Même ces deux Écossais resteraient tranquilles sur leur barbelé quand il leur aurait chuchoté la nouvelle. Mais voyons, il le savait. Maintenant seulement, il ne pouvait retourner comme lui pour le révéler. Il était fou de joie, exalté, transporté aux cieux. Il était un demi-dieu, le porteur d'une vérité qui délivrerait de ses démons le monde abandonné au diable. Un nouveau Prométhée qui rapportait à l'humanité un feu plus précieux encore que l'ancien. Je dois partir, cria-t-il. Je dois le leur dire. Montrez-moi comment retourner. Vite. Un doute le prit. Il réfléchit et murmura. Mais ils ne me croiront peut-être pas. Non, je dois leur apporter une preuve. Je dois leur apporter quelque chose pour leur prouver tout ceci. La dame de Toclin sourit. Elle prit un petit couteau sur la table et tendant le bras vers un rosier, coupa une touffe de boutons qu'elle déposa dans la main avide de Peter. Mais avant qu'il puisse refermer les doigts sur la branche, la jeune fille s'en empara. Attendez, je vais vous donner un autre message. Il y avait sur la table un encrier et une plume d'oie. Et Peter se demanda comment ils s'y étaient venus. Il ne les avait pas encore remarqués. Mais parmi tant de merveilles, qu'était ce petit mystère? Il y avait aussi une mince feuille de papier dans la main de la demoiselle Lucie. Elle courba sa petite tête brune, écrivit quelques mots, souffla sur le papier, l'agita pour sécher l'encre, soupira, sourit à Peter et enroula le billet autour de la tige des boutons de rose. Elle les plaça sur la table en écartant la main impatiente de Peter. Votre menton, dit-il. Vous en aurez besoin, car à présent vous devez retourner là-bas. Elle lui glissa de force les bras dans les manches. Elle riait, mais il y avait des larmes dans les grands yeux bruns et la bouche rouge était bien nostalgique. La mère se leva et tendit de nouveau sa main. Lovelock s'inclina et la baissa. Nous vous attendrons ici, mon fils, murmura-t-elle, quand il sera temps pour vous de revenir. Il voulut prendre les roses enveloppées dans le billet, mais la jeune fille le devança. Vous ne devez pas le dire avant notre départ, dit-elle. Et une fois encore, le rouge de la confusion monta à ses joues. La main dans la main, comme des enfants, ils repartirent en courant à travers la prairie, vers l'endroit où Peter l'avait vu pour la première fois. Là, ils s'arrêtèrent, se contemplèrent gravement, et cet autre miracle qu'il avait oublié dans le choc de la compréhension demanda à s'exprimer. Je vous aime, chuchota Peter Lovelock à cette demoiselle de Toclin vivante, morte depuis longtemps. Elle soupira et se jeta dans ses bras. Ah, je le sais, cria-t-elle. Je le sais, cher cœur, mais j'avais grand peur que vous partiez sans me le dire. Elle lui tendit ses lèvres douces, les pressa longuement sur sa bouche et recula. Je vous ai aimé dès l'instant où je vous ai vu, là, debout, avoua-t-elle, et je vous attendrai ici jusqu'à votre retour. Maintenant, il faut partir, mon tendre amour. Mais attendez,
Il sentit sa petite main se glisser dans la poche de sa tunique, presser quelque chose contre son cœur. Les messages, emportez-les. Et rappelez-vous, j'attendrai. Je vous le promets, moi, Lucie de Toclin. Un bourdonnement résonnait dans sa tête. Il ouvrit les yeux. Il était de nouveau dans sa tranchée. Et à ses oreilles se répercutait encore le nom de la demoiselle. Il sentait encore sur son cœur la pression de sa main. Sa tête était à demi tournée vers les trois hommes qui le contemplaient. L'un d'eux avait une montre dans sa main. C'était le chirurgien. Pourquoi regardait-il sa montre? Était-il donc parti si longtemps? Peu importe. Alors qu'il était porteur d'un tel message, sa lassitude s'était dissipée. Il était transformé, il jubilait. Son âme chantait des hymnes de gloire. Oubliant la discipline, il se précipita vers le triomphe. La mort n'existe pas, cria-t-il. Nous devons faire passer le message le long des lignes, immédiatement. Tout de suite, entendez-vous. Dites-le au monde, j'ai la preuve. Dans son avidité et sa hâte, il bredouilla. Il sentit sa voix se briser. Les trois hommes se regardèrent entre eux. Son commandant leva sa torche électrique et la braqua sur la figure de Peter. Le dévisagea étrangement. Puis il alla se placer entre le garçon et son fusil. Reprenez haleine un moment, mon garçon, dit-il, et puis racontez-nous tout ça. Ils étaient bien indifférents, et bien qu'ils attendent ce qu'il avait à leur annoncer. Et Peter raconta tout, n'omettant que ce qui s'était passé entre la demoiselle et lui, car après tout cela, ne regardait personne. Gravement en silence, ils l'écoutèrent, mais l'expression troublée s'aggravait dans les yeux du commandant, tandis que Loveler faisait précipitamment son récit. Et alors, je suis revenu aussi vite que possible, pour nous aider tous, pour nous arracher tous à ceci, dit-il. De grands gestes, il désigna le champ de bataille, car rien de cela n'importe. Quand nous mourons, nous vivons. Les traits de l'homme de science reflétaient la plus intense satisfaction. Une démonstration parfaite, meilleure que je n'osais l'espérer, assura-t-il en s'adressant au commandant par-dessus la tête de Lavler. Ah, quelle chose admirable que l'imagination de l'homme! Il y avait dans sa voix comme du respect et de la crainte. L'imagination. Peter se sentit frémir jusqu'au fond de son âme sensible. Il ne le croyait pas. Il allait leur montrer. Mais j'ai la preuve, cria-t-il. Il déboutonna sa capote, il plongea la main dans la poche de sa tunique. Ses doigts se refermèrent sur le petit bout de papier enveloppant la tige. Ah, comme il allait leur faire voir! Il retira les roses et les brandit vers eux. Regardez! Sa voix résonna comme un clairon triomphant. Mais qu'avait-il? Ne pouvait-il voir? Pourquoi leurs yeux examinaient-ils son visage au lieu de comprendre ce qu'il leur offrait? Il regarda ce qu'il tenait à la main et puis, incrédule, il le rapprocha de ses propres yeux, le regarda fixement, tandis qu'il entendait à ses oreilles le bruit d'un univers qu'il abandonnait. Et son cœur s'arrêta de battre, car dans sa main, il n'y avait plus de boutons de rose, frais et parfumés. La tige entourée de papier que la mère de la demoiselle avait cueilli pour lui dans le jardin. Non, ce n'était qu'un petit bouquet de fleurs artificielles, fanées et sales, vieilles et déchirées. Peter fut pris d'une sorte d'engourdissement. En silence, il considéra le chirurgien, son capitaine, le commandant, dont la figure était maintenant aussi sévère que troublée. Qu'est-ce que ça veut dire? Marmonna-t-il. Tout cela n'avait-il été qu'un rêve? N'y avait-il pas de Lucie radieuse, sauf dans son propre esprit? Aucune demoiselle aux yeux bruns qui l'aimait et qui l'aimait. Le savant s'approcha et prit le petit bouquet, fané, de sa main inerte. Le papier glissa de la tige et resta entre les doigts de Peter. Vous méritez certainement de savoir ce qui vous est arrivé, mon garçon, dit la voix grave, civile, pénétrant ses sens engourdis. Oui, après une telle réaction à notre petite expérience. Une expérience. Une expérience. Une rage sourde monta en lui, une colère mauvaise. Monsieur, s'exclama le commandant, comme s'il lançait un avertissement à son éminent visiteur. Je vous en prie, commandant, reprit le grand homme. Voici un garçon d'une grande intelligence, d'une excellente éducation. Cela se devine à sa manière de s'exprimer. Il comprendra. Le commandant n'était pas un savant. Il était français, humain, et il avait une imagination bien à lui. Il haussa les épaules, mais il se rapprocha encore un peu du fusil. Nous discutions, vos officiers et moi, poursuivit la voix posée, des rêves qui sont l'effort de l'esprit à demi éveillé, pour expliquer un toucher, un son peu familier. En un mot, ce qui l'attirait du sommeil. En dehors, disons, une fenêtre voisine est brisée.
Le dormeur entend, la conscience s'efforce de savoir, mais elle l'a remis sans contrôle au subconscient. Et celui-ci se porte aussitôt à l'aide de l'homme, mais il est irresponsable et ne peut s'exprimer que par image. Il prend le sang et, bien, il tresse un petit roman autour. Il fait de son mieux pour expliquer, mais hélas, ce n'est tant mieux qu'un mensonge plus ou moins fantastique, reconnu pour tel par le conscient dès que le dormeur s'éveille. Et dans cette production cinématographique, le mouvement du subconscient est d'une rapidité inconcevable. Il peut dépeindre en une fraction de seconde une suite d'incidents qui, s'ils avaient été réellement vécus, auraient duré plusieurs heures, plusieurs jours. Même vous, vous me suivez, n'est-ce pas? Peut-être reconnaissez-vous l'expérience que j'esquisse là. Lavler hocha la tête, la rage amère, brûlante, montait toujours en lui. Mais il était apparemment calme, tous ses sens en alerte. Il voulait entendre ce que ce démon sûr de lui avait fait et ensuite. Vos officiers ne sont pas d'accord avec certaines de mes conclusions. Je vous ai vu là, épuisé, vous concentrant sur votre devoir, à demi hypnotisé par l'attention et les éclairs mouvants des fusées. Vous étiez un sujet clinique parfait, une expérience de laboratoire insurpassable. Pourrait-il garder ses mains de la gorge de cet homme tant qu'il n'aurait pas fini? Se demandait Peter. Lucie, ça Lucie, un mensonge fantastique? Du calme, mon vieux. C'était son commandant qui venait de chuchoter. Ah, quand il frapperait, il devrait agir vite. L'officier était trop près, trop près. Cependant, il devait guetter à sa place par la fente. Il y aurait collé son œil peu à sa place par la fente. Il y aurait collé son œil, peut-être quand lui-même bondirait. Ainsi reprit la voix doctorale du chirurgien. J'ai pris une petite branche de fleurs artificielles que j'ai trouvée pressée entre les pages d'un vieux missel découvert dans les ruines de ce château sur une feuille de papier et j'ai écrit une ligne, un vers en vieux français. Car alors je vous prenais pour un soldat français. Un simple vers de la ballade d'Aucassin et Nicolette. Et là, elle l'attend pour l'accueillir quand tous ses jours auront fui. Il y avait aussi un nom écrit à la page de garde de ce missel, le nom sans aucun doute de celle à qui il appartenait autrefois, Lucie de Tocqueville. Lucie, la rage et la haine de Peter furent repoussées par une immense bouffée de tendresse, puis elles revinrent plus violentes encore. J'ai donc fait passer le petit bouquet devant vos yeux aveugles, consciemment aveugles, veux-je dire, car votre subconscient le voyait fort bien. Je vous ai montré la ligne que j'avais écrite, votre subconscient l'a enregistrée, aussi avec sa suggestion d'un serment d'amour, d'une séparation, d'une attente. J'ai enroulé le papier autour de la tige, je les ai glissés dans votre poche, et j'ai chuchoté à votre oreille le nom de Lucie de Tocqueville. Le problème était de savoir ce que votre autre moi ferait de ces quatre choses. Le vieux bouquet, la suggestion du verre, le toucher et le nom. Un bien fascinant problème, en vérité. Et à peine avais-je retiré ma main, avant même que mes lèvres se referment sur le nom prononcé, vous vous êtes tourné vers nous en hurlant que la mort n'existait pas, déversant comme un illuminé votre remarquable récit, entièrement élaboré par votre imagination d'après. Il ne put en dire davantage. La rage brûlante de Lavler se déchaînait, brisait toute contrainte et le jetait sans un mot à la gorge du chirurgien. Des éclairs flamboyants passaient devant ses yeux, des flammes rouges étincelantes. Il en mourait, mais il tuerait ce monstre sans entrailles, capable de faire sortir un homme de l'enfer, de lui ouvrir le ciel et puis de le rejeter dans un enfer 100 fois plus cruel, où tout espoir était mort en lui pour l'éternité. Avant qu'il puisse frapper, des mains fortes l'empoignèrent, le retinrent, les flammes écarlates qui lui brouillaient la vue s'éteignirent. Il crut entendre une tendre voix dorée lui chuchoter. Ce n'est rien, ce n'est rien, vous voyez cela comme je le vois. Il se vit debout entre ses officiers qui le maintenaient solidement de chaque côté. Silencieux, il considérait avec une hostilité sévère le chirurgien devenu blême. Le savant avait perdu toute son assurance. Sa voix chevrota nerveusement. Mon garçon, je n'avais pas compris. Je suis navré. Jamais je n'aurais pensé que vous prendriez cela tant au sérieux. Lavler s'adressa aux officiers d'une voix calme. C'est passé, monsieur. Il est inutile de me retenir plus longtemps. Ils le regardèrent, le lâchèrent, lui donnèrent de petites tapes sur l'épaule, et toisèrent de nouveau leur visiteur avec cette expression froide et réprobatrice. Chancelant, Lavler se tourna vers le parapet. Il avait les yeux pleins de larmes. Son esprit, son cœur et son âme n'étaient plus qu'aride désolation. Un désert où nul espoir ne brillait. Son message
La vérité sacrée qui devait indiquer un monde tourmenté le chemin du paradis n'avait été qu'un rêve. Sa Lucie, la demoiselle aux yeux bruns qui lui avait murmuré son amour, n'était qu'une illusion, née d'un mot, d'un attouchement, d'une ligne d'écriture et d'une fleur artificielle. Il ne voulait pas de croire. Comment? Mais il sentait encore la douleur de ses lèvres sur les siennes, son corps tiède frémissant entre ses bras, et elle lui avait dit qu'il reviendrait, et promis de l'attendre. Qu'était cela? Dans sa main, le papier qui avait enveloppé les boutons de rose, le maudit papier avec lequel ce démon sans cœur avait procédé à son expérience. L'aveleur le froissa rageusement, leva la main pour le jeter à ses pieds. Quelqu'un sembla lui retenir la main. Lentement, il le déplia. Les trois hommes qui l'observaient virent une lumière se répandre sur son visage, une joie radieuse, semblable à celle d'une âme délivrée de la torture éternelle. Tout chagrin, toute douleur s'effaçaient, laissant de nouveau serein les traits du jeune homme. Pétrifié, songeur, il regardait le papier. Le commandant s'avança et le lui prit des mains, avec douceur. Les fusées éclairantes étaient plus nombreuses à présent, emplissant la tranchée de leur éclat, et à leur lumière, il parcourut le fragment de papier. Quand il releva la tête, sa figure exprima une immense stupéfaction, un respect craintif. Et lorsque les autres lui prirent le billet et le lurent, la même expression se répandit sur leurs traits, car au-dessus du vers que le chirurgien avait écrit, il y avait trois autres lignes en vieux français. Ne t'afflige pas, mon cœur, ni ne crains la semblance. Voici que tu te veilleras auprès de rêve, celle qui t'aime, Lucie. Tel fut donc le récit de Macandrouze, et ce fut Hartree qui rompit le silence qui suivit. Ces lignes étaient déjà sur le papier naturellement, dit-il. Elles devaient être à demi effacées et votre chirurgien ne les avait pas remarquées. Il tombait une pluie fine, et l'humidité a dû les faire ressortir. Non, répliqua Macandrouze, elles n'étaient pas là auparavant. Mais comment pouvez-vous en être aussi certain? Protesta le psychologue. Parce que le chirurgien, c'était moi, répondit posément Macandrouze. Ce papier était une page arrachée à mon bloc-notes. Quand je l'ai enroulé autour de la tige, il était vierge, à part ce vers que j'avais écrit moi-même. Mais il y avait une autre, ma foi. Pouvons-nous dire une autre preuve, John? La main qui avait tracé le message de Lavler était la main qui avait écrit le nom à la page de garde du vieux missel dans lequel j'avais trouvé les fleurs et la signature. Lucie était exactement semblable, courbe pour courbe, jambage pour jambage, de la même écriture désuète. Un long silence tomba, que Hartree rompit encore une fois avec brusquerie. Qu'est devenu ce papier? Demanda-t-il. L'encre a-t-elle été analysée? Est-ce que, alors que nous étions là, médusés, interrompit Macandrouze, une rafale de vent et une averse soudaine ont balayé la tranchée. Arrachant le papier de ma main pour l'emporter, Lavler le regarda s'envoler sans faire un geste pour l'attraper. Ça n'a pas d'importance. Maintenant je sais, dit-il, et il me sourit, du sourire heureux d'un garçon joyeux qui pardonne. Je vous fais mes excuses, docteur. Vous êtes le meilleur ami que j'ai jamais eu. J'ai cru d'abord que vous m'aviez fait ce qu'aucun homme n'a le droit de faire à un autre. Mais je vois maintenant que vous avez fait pour moi ce qu'aucun homme n'aurait pu accomplir. Voilà, c'est tout. Il a traversé toute la guerre sans rechercher la mort, mais sans l'éviter non plus. Je l'aimais comme un fils. Il serait mort après ce combat du mont Kemmel si je ne l'avais pas sauvé. Il voulait vivre assez longtemps pour dire adieu à son père et à sa sœur, alors je l'ai remis sur pied. Il est allé les voir, et puis il est reparti pour la tranchée à l'ombre du vieux château en ruine, où sa demoiselle aux yeux bruns l'avait découvert. Pourquoi? Demanda Hartree. Parce qu'il pensait que de là, il pourrait retourner plus vite auprès de Lucie. Voilà à mes yeux une conclusion absolument injustifiée, s'exclama le psychologue avec irritation, et même avec colère. Il y a une explication simple et naturelle de tout cela. Bien sûr, John, répliqua aimablement Macandrouze. Il y en a une. Voulez-vous nous la donner? Mais Hartree, apparemment, ne pouvait en proposer aucune.